Donc, je m'appelle Valérie Villegrain, je suis professeure de radiologie à l'hôpital Beaujon dans le service d'imagerie médicale. Je suis très spécialisée en imagerie abdominale et peut-être plus particulièrement hépato-bilio-pancréatique. Je vais vous parler du sujet très à la mode et très important finalement des stéatopathies métaboliques, c'est-à-dire du foie gras, qu'on appelait en langage médical avant NAFLD pour Non-Alcoholic Fatty Liver Disease et qui a été rebaptisé MASLD pour dire qu'il s'agit d'une maladie qui est associée au syndrome métabolique, qui est une maladie extrêmement fréquente. Alors, quelle est sa prévalence dans le monde? Eh bien, c'est de l'ordre de 25% de la population adulte. Et on estime que dans les prochaines années, cette prévalence va augmenter à 30% de la population adulte. Donc, bien sûr, un problème épidémiologique extrêmement important. En soi, qu'est-ce que c'est que la MASLD et quelle est sa gravité? En fait, il faut imaginer que c'est tout un spectre de maladies. On va commencer par une statose simple, c'est-à-dire un foie gras et il n'y a que de la graisse à l'intérieur. Et puis, au fur et à mesure, chez certains patients, pas tous, 25% vont développer une MASH, c'est-à-dire l'existence d'une fibrose avec une inflammation qui peut conduire à une cirrhose métabolique. Alors, quelles sont les complications de cette atteinte? D'une part, il y a les complications du syndrome métabolique, qui sont principalement cardiovasculaires ou endocriniennes, mais les complications spécifiques du foie sont importantes. Donc, c'est un risque de maladie chronique hépatique et c'est aussi un risque de cancer primitif du foie, bien sûr en dehors de la stéatose simple. Donc, c'est un problème très important et la prévalence très élevée explique que dans certains pays, c'est la première cause des maladies chroniques hépatiques. Dans d'autres, il reste des hépatites virales ou l'alcool, mais on voit que cette cause émerge absolument partout dans le monde. Comment on l'explore? Eh bien, on va commencer par les choses simples, c'est-à-dire les tests sériques, la perturbation du bilan biologique hépatique, ou de façon un petit peu plus fine, la combinaison d'un certain nombre de marqueurs sériques qui vont montrer si les patients sont à risque ou pas. Il existe plusieurs types sériques, des tests sériques, des tests qui sont patentés et d'autres qui ne le sont pas. Un test dont on parle beaucoup, c'est le FIB4, FIB4, qui combine deux enzymes hépatiques, ASAT et ALAT, ainsi que le taux de plaquettes et l'âge. Donc, c'est une formule qu'on peut facilement calculer. Et on va dire qu'on va déjà être capable de sélectionner un peu les patients qui ont un risque très faible et qu'on pourra surveiller de loin en loin par des prises de sang, avec des patients qui ont un risque plus élevé. Et chez ces patients avec un risque plus élevé, eh bien, un élément important, ça va être de mesurer la dureté du foie. Qu'est-ce que c'est que la dureté du foie? Eh bien, c'est un proxy, un marqueur qui est associé à la fibrose hépatique. Et en fait, dans ces maladies métaboliques, le facteur le plus important, à la fois prédictif et pronostic, c'est la présence de fibrose. Dans un foie normal, il n'y a pas de fibrose. Et on évalue la fibrose classiquement lors d'une biopsie hépatique. Donc, c'est un examen microscopique qui permet de voir la quantité de fibrose, la distribution de fibrose. Et on va donc d'un score qui va de F0 à F4. F4 étant le stade ultime puisque ça représente la cirrhose. Et donc, on voit que chez les patients qui ont une fibrose, le risque de transformation à chaque fois de la maladie simple vers une maladie plus compliquée et qui devient à un moment donné irréversible augmente. Ensuite, une fois qu'on a dit les patients sont à risque, avec cette dureté qui est évaluée soit par FibroScan, un outil qui n'est pas un outil d'imagerie mais qui permet de mesurer la dureté hépatique, ou bien on peut aussi mesurer la dureté hépatique à l'aide d'un échographe, eh bien, il faut qu'on puisse caractériser un petit peu mieux ces patients. Et c'est là où on va vouloir faire une analyse un peu multifacteur, c'est-à-dire bien sûr de regarder la dureté, qui est donc un marqueur de fibrose, mais aussi la quantité de graisse dans le foie et aussi de mesurer l'inflammation. Quels sont les examens qui vont permettre? Alors, l'examen le plus simple, c'est l'échographie, où bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir mesurer cette fibrose par la dureté hépatique. On a aussi maintenant des outils qui s'améliorent d'année en année pour mesurer la quantité de graisse. Il reste quelque chose de difficile qui est de mesurer l'inflammation. Il y a beaucoup de recherches aujourd'hui, mais on ne peut pas dire qu'on a un outil génial, super performant pour mesurer l'inflammation. Une autre approche, c'est l'IRM. On sait que l'IRM, c'est très intéressant et c'est un peu plus fin et meilleur pour mesurer la dureté hépatique. On sait aussi qu'on peut peut-être mieux approcher d'autres paramètres en IRM. Parce que l'IRM, en général, que ce soit l'IRM du foie, l'IRM du genou, etc., c'est une imagerie
multiparamétrique, c'est-à-dire qu'on va regarder plein de choses. Et avec cet IRM chez les patients porteurs d'un syndrome métabolique, on va pouvoir regarder plein de choses. Bien sûr, on va quantifier la graisse, et c'est d'ailleurs la meilleure méthode pour quantifier la graisse. On va mesurer la dureté du foie de façon un peu plus précise que l'échographie, notamment en 3D, mais on a d'autres approches qui sont très probablement intéressantes et complémentaires. Peut-être pour donner un autre éclairage sur la quantité ou la distribution de fibrose, peut-être aussi pour mesurer l'inflammation. Parmi ces techniques, il y a le T1 mapping, il y a aussi la méthode qui est développée par la société Socute qui regarde en fait la susceptibilité magnétique et donc qui va développer des algorithmes à partir de séquences qui sont sensibles à la présence ou pas de macromolécules dans le foie. Des premiers résultats sur des cohortes de patients de 50 ou de 100 patients montrent que c'est possiblement une approche intéressante qui va nécessiter bien sûr d'être validée à grande échelle en réalisant des études cliniques multicentriques incluant beaucoup de patients. Donc aujourd'hui, si on voulait résumer, un, c'est un problème de santé publique majeur et qui va augmenter année après année. Deux, on est capable de faire déjà un premier niveau avec des patients qui n'ont pas ou peu de risques et des patients qui sont plus à risque. Trois, on n'a pas encore une méthode d'imagerie multimodale qui va permettre de regarder de façon satisfaisante dans tous les aspects. Et il est très probable que cette méthode sera vraiment l'IRM avec les différentes approches dont j'ai parlé. Mais cela nécessite de travailler les prochaines années avec des tas d'approches possibles comme je l'ai dit précédemment.